C'est l'heure du sonneur. Et comme toujours, je suis très heureuse de retrouver Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. Bonjour à tous les deux. Ah, on va récupérer votre son, ce sera encore mieux. Alexandre Langlois, ancien policier, auteur de Et si la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions d'Alma. Régis de Castelnau, avocat à la cour, auteur du blog Vue du droit et évidemment de ce livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. On a beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui. Il y a évidemment ce rapport qui fait beaucoup parler de l'entrisme des frères musulmans en France. Mais d'abord, je voulais commencer par chauffer Régis avec le sujet qu'on a déjà abordé, mais quand même, c'était obligatoire de refaire une petite pique là-dessus. Emmanuel Macron, mardi dernier, le sommet... Non, c'était lundi, pardon. Le sommet Choose France, où il s'enorgueillit, ça y est, d'avoir attiré... grâce à lui, des investisseurs étrangers en France. Et voilà le tweet d'Emmanuel Macron du 19 mai. MSC Croisière choisit la France. La compagnie suisse commande 2 navires au chantier de l'Atlantique de Saint-Nazaire pour une enveloppe globale de 3,4 milliards d'euros, renforçant une collaboration de confiance de plus de 20 ans. Voilà de quoi être fier de nous et des investissements qu'on réussi à attirer chez nous. Et évidemment, MSC Croisière, hein, personne n'est sans ignorer, et on en a déjà parlé ici, que ce n'était pas tout à fait éloigné de l'ancien secrétaire général de l'Élysée. Comment vous réagissez juste à ce beau tweet, Régis de Castelnau? Alors déjà, je me dis, alors je vais être excessif, Clémence, hein, j'imagine, compte tenu de ce qu'on sait sur MSC Croisière, il y a effectivement les rapports avec Colère, hein, qui sont quand même plus que problématiques, hein, c'est du gangstérisme pur et simple, mais on apprend que cette compagnie sert au trafic de drogue, Oui. au narcotrafic. Alors Oui. je dis pas que ses dirigeants sont impliqués, mais j'imagine que si Pablo Escobar, il est décédé aujourd'hui, venez investir en France ou venez acheter des choses en France, hein, Emmanuel Macron, sans barguigner, viendrait nous dire « Ah, regardez comment on est attractif, Pablo Escobar vient investir chez nous. » Bon, c'est ça. Ça, c'est un peu sur le ton de la plaisanterie, encore que. Non, mais c'est vraiment du Macron chimiquement pur, quoi. C'est terrible. C'est qu'il y a deux hypothèses. Soit sa nullité politique, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire de politique. C'est une erreur de casting extraordinaire. Quand je dis pas faire de politique, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des objectifs qui sont ceux de ses mandataires, hein, et donc de ses mandants, pardon. Et donc, par conséquent, il met en œuvre tout un tas de choses. Il désindustrialise la France, il démolit les institutions. Ça, c'était prévu au départ, hein. Son élection, je me rappelle une conversation avec un de mes amis qui est un politologue assez pointu, me disant « Tu ne reconnaîtras pas ton pays à la fin des mandats d'Emmanuel Macron. » Donc, il y a ça. Mais à côté de ça, donc il y a effectivement, il est capable de mettre en œuvre les objectifs, mais après, il faut les faire passer. Après, il faut faire de la politique, il faut parler aux gens, il faut les faire avancer dans telle ou telle direction. Comme disait Richelieu, la politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Alors bon, pour lui, nécessaire, c'est la démolition de notre pays et la cavalcade vers la fédéralisation de l'Union européenne. Il y a également un autre aspect, quoi. Il y a également un autre aspect épouvantable, c'est-à-dire qu'il se fout du monde. Je pense qu'il y a un espèce de plaisir. Il sait très bien ce qu'il en est de Colère. Colère, il y a quand même une affaire lourde qui le concerne. Et puis après, Colère, il a eu également le problème avec Nestlé, qui est gravissime. Oui, et qui n'est pas fini. Qui est loin d'être fini. C'est-à-dire que je pense que pour certains membres du gang, après le départ d'Emmanuel Macron, le temps risque de se couvrir. Enfin, on verra. Mais Emmanuel Macron adore provoquer. Il adore provoquer. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est se mettre en scène, c'est de contempler son nombril. Je me rappelle d'une anecdote de quelqu'un de ma famille qui était venu à une réunion et naturellement, il y avait plein de photographes. Il n'était pas président à l'époque, hein, il était au ministère de l'économie, hein, et donc qui bousculait les participants à la réunion pour pouvoir le prendre en photo. Et il avait dit dans une pulsion de ravissement, « Vous comprenez, il m'adore. » Donc, c'est quelque chose de pathologique. Et là, je pense qu'il y a de la provocation. Il y a de la provocation. Colère, vous avez voulu m'embêter avec. C'est étonnant. Hein. Il a été convoqué par une commission parlementaire et Mme Yaël Braun-Pivet s'est précipitée. Pour dire « Mais non, c'est pas la peine. » Le parquet qui a été saisi alors que l'infraction était avérée s'est empressé de classer sans suite. Et là, maintenant, on vient chercher des poux dans la tête de Stérin qui a un tas d'arguments pour
Pour ne pas venir. expliquer Oui. pourquoi il ne pouvait pas venir. Et là, Madame Yael Braun-Pivet, mais qui n'a aucun complexe. Enfin, c'est pas qu'elle a aucun complexe, je la pense stupide. Mais elle vient dire, mais non, mais comment ça se fait? Il faut respecter l'Assemblée nationale. Mais tu la respectes lorsque tu viens dire il faut un soutien inconditionnel à Israël et que tu te précipites auprès de Netanyahou qui est en train alors je ne vais pas rentrer dans les qualifications juridiques, encore que moi je les assume, hein, et qui est en train de faire un massacre à Gaza. Non, non, là c'est inconditionnel de ça. Et là maintenant, elle vient dire qu'il faut respecter l'Assemblée nationale, alors elle l'avilit depuis le début de son premier mandat. Ça, c'est le deuxième. Merci Jean-Luc Mélenchon avec le nouveau Front populaire, hein, et les alliances de 2024. Enfin voilà. Non, non, non. Je veux dire que je ne choisis pas entre je ne comprends rien de la part de Macron ou je le fais exprès parce que je vous emmerde. Et Je pense. Il est possible qu'il y ait un peu des deux. Hein. oui, c'est possible. Juste, puisque vous en parliez, l'absence de Pierre-Édouard Stérin, qui ne se rend pas donc à sa convocation par la commission parlementaire, vous la trouvez légitime? Je ne sais pas comment ça s'est passé la discussion. Je ne sais pas sur quoi exactement porte cette commission d'enquête. Je ne m'y suis pas trop intéressé, surtout quand j'ai vu qu'est-ce qu'il a piloté. Enfin, excusez-moi, c'était Léaumont et Porte, quoi. C'est les deux calamités de LFI, les deux parlementaires. Normalement, quand on est convoqué à une commission d'enquête parlementaire, on y vient. Alors, j'ai l'impression, parce que j'ai cru comprendre qu'il avait souhaité que ça se fasse par visio. Ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Madame Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie, elle l'a fait par visio. Mais pour eux, non, non. Vous comprenez, il est méchant, il est d'extrême droite, il mange les petits enfants. Donc voilà, on peut pas se faire Bolloré, on va essayer de se faire ce terrain. C'est pas sérieux, quoi. Enfin, vous vous rendez compte la situation dans laquelle nous sommes? D'abord, ils ont déjà eu cette monde, commission concernant Bolloré. Enfin, on peut déjà dire qu'ils ont tenté de se faire. LFI a déjà tenté de se faire Bolloré. Rappelez-vous quand même les échanges. Je pense que LFI n'a pas d'objectif particulier. Il s'agit de se mettre en scène. Il s'agit de se mettre en scène. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire qu'on occupe la galerie, on occupe le terrain. On est, voilà, je veux dire, il y a des problèmes considérables. On va en parler de quelques-uns aujourd'hui. Et voilà, on fait des disputes de bac à sable qui sont tout à fait ridicules. Et une fois de plus, moi, je vous dis que je profite d'Internet pour aller voir ce qu'on raconte sur la France à l'étranger. C'est pas glorieux. Comment dire, c'est d'une tristesse. On est grotesque tout le temps. Alors, Alexandre, une réaction sur Emmanuel Macron, MSC Croisière et un petit retour de l'affaire Colère en sous-main? Tout d'un coup, oui, il y a comme Régis l'a refait. Puis effectivement, Macron est prêt à tout pour faire augmenter le PIB. Donc, comme le trafic de drogue est pris en compte dans le PIB, c'est parfait, impeccable, ça marche bien. Ça, j'ai pas osé le dire, moi. Hein. Oui, c'est marqué. Enfin, maintenant, c'est officiel, donc il n'y a pas de problème. Et en plus, MSC Croisière est connu pour des trafics de cocaïne, pas n'importe quel narcotrafic. Donc, c'est en plus peut-être un appel du pied de l'Élysée pour une consommation personnelle. L'histoire ne le dit pas. L'autre chose sur ça, c'est en plus sur Choose France de façon plus générale, c'est qu'en plus Macron n'est pas politique, mais en plus se moque de nous complètement. Parce que je ne sais pas si vous avez eu le petit clip, il y a marqué un pognon de dingue. Il reprend ses punchlines les plus méprisables envers les pauvres, les gens qui n'arrivent pas. Il les reprend pour dire un pognon de dingue. Vous avez vu ce que je vous rapporte? Je trouve ça lamentable et je trouve ça arrogant de sa part. Enfin, du Macron tout craché, chimiquement pur, comme dirait Régis. Et l'autre chose aussi, c'est en même temps de Macron. Il y a un mois, il fallait boycotter toutes les entreprises américaines parce que, attention, c'est le méchant Trump. Et maintenant, on est content que Coquin investisse 1 milliard en France. Donc, en fait, il n'y a aucune ligne ça montre, il n'y a aucune ligne de conduite chez Macron, sauf le pognon. Suivez le pognon, vous saurez où Macron veut aller. Voilà, et où sont ses affiliés pour aller dans ce sens-là. Donc, voilà, donc c'est juste grotesque. Ça montre juste que Macron méprise les gens, méprise tout le monde. Et l'assume maintenant. Je veux dire, il l'assume. Il dit, voilà, MSC Croisière a choisi la France. Non, il a choisi la Macronie parce que c'est un régime corrompu. On peut faire des affaires, on peut s'amuser.
Voilà. Alexis Kohler est un ami avant tout. Je rappelle, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Macron l'avait couvert à l'époque en disant circuler, il n'y a rien à voir quand il était ministre du budget. La justice a dit ah oui, bah si le ministre a dit qu'il n'y a rien à voir, c'est bon, il n'y a pas de prise Mais ils illégale sont d'intérêt. amis ou ils se sont fâchés parce qu'il est parti? Moi, je pensais qu'il y avait il y avait quelque chose, il y avait un peu de tension, non? Mais visiblement, ça n'empêche pas de faire des affaires Les ensemble affaires encore. continuent. Business first, comme diraient certains. Oui. Les affaires sont les affaires. Et puis sur les enquêtes parlementaires, bah, pour reprendre tout ça, il y a même un petit article du Canard enchaîné d'hier qui dit bah voilà, les enquêtes parlementaires elles ont plein de pouvoirs, il y a plein de risques, des grosses sanctions, mais c'est jamais mis en place, donc ils savent qu'ils ne risquent rien, que derrière rien ne sera mis en place. Parce qu'à chaque fois, il donne un exemple assez amusant, c'est donc sur les gens qui ne viennent pas, ils disent bon bah des gens comme l'exemple de M. Colère ne vient pas, pourquoi les autres viendraient? L'exemplarité doit venir d'en haut, donc M. Sterrin et tous les autres disent bah jurisprudence scolaire. Et après, il y a Oui. ceux qui se parjurent aussi. Ils disent bah, on peut mentir devant les commissions d'enquête, c'est pas grave. C'est arrivé une fois, quelqu'un qui a pris 20 000 € d'amende, une fois depuis le début. Et même, ils avaient eu nos amis McKinsey, le Canard enchaîné dit, qui avait dit devant commission d'enquête on paye nos impôts en France. Bon, après vérification, ils ne payaient pas d'impôts. Ils disaient ah, on déclare en France, mais on paye zéro parce que grâce à notre optimisation fiscale, on n'a pas besoin de payer d'impôts. Mais on déclare bien nos impôts en France. Oui. Donc voilà, ils ont dit, bah, du coup, effectivement, donc il n'y a pas mensonge, du coup, ils payent bien leurs impôts en France, ils payent zéro, mais ils payent. Donc voilà, donc on arrive à des choses quand même assez lunaires. Et la conclusion, c'est que, bah voilà, par exemple, dans l'affaire des bouchons Nestlé, je rappelle Nestlé, où à l'époque, Macron avait arrangé les contrats Pfizer, le rachat d'une filière Nestlé et Pfizer entre eux. Hein, donc voilà. Et du coup, le Sénat, la conclusion, ça ne va même pas être sur qu'est-ce qui s'est passé avec l'eau Nestlé, etc. Ça va être comment on peut améliorer les commissions d'enquête pour qu'elles servent à quelque chose. Donc, je veux dire, il y a un vrai désarroi de nos parlementaires qui disent bah, on se rend compte qu'il y a des graves problèmes, des graves dysfonctionnements dans le fonctionnement de nos institutions qui sont de plus en plus autoritaires, centralisées à l'Élysée, qui fait ce qu'il veut. D'ailleurs, même la commission d'enquête sur Nestlé a dit bah, en fait, les échanges ont été centralisés à l'Élysée. Donc, ça vient bien de la tête de l'État et de ce qui se passe là-bas. Et au final, ils ont dit bah, on ne peut rien faire. Voilà. Donc, on a un espèce d'autocrate qui est en roue libre et le Parlement ne peut même pas utiliser ses pouvoirs parce que derrière, la justice ne suit pas. Parce que derrière, bah, c'est ce qu'on peut voir, par exemple, on en reparlera après, mais la justice, c'est les procureurs qui passent. Donc, ça demande des procédures lourdes derrière. Mais comme les procureurs sont contrôlés par l'Élysée également, c'est compliqué. Donc, voilà, donc cette petite punchline de Macron est dans sa ligne d'habitude, un message pour rassurer ses amis de la finance, un message pour dire le peuple, je vous méprise, et un message pour dire bah, écoutez, regardez, même la personne qui est mise en examen dans une affaire, je vais continuer de travailler avec sa famille, il n'y a pas de problème. Tiens, sur la justice qui ne suit pas, on va changer de sujet. Je pensais parler d'abord des frères musulmans, mais on va rester sur celui-là, parce qu'il y a un lien finalement, enfin indirect, hein, mais le procureur général près de la Cour de cassation, Rémi Heitz, mardi dernier, a requis un non-lieu pour Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran, concernant la gestion de la crise sanitaire. Donc, c'était les 3 anciens ministres qui étaient visés par une enquête de la Cour de justice de la République sur la question de la gestion de la pandémie Covid-19, évidemment. Ça nous permet d'ailleurs de revenir sur le sujet de la Cour de justice de la République, hein, qui me fait débat entre vous deux, je le sais. Je rappelle que c'est la seule qui est compétente pour juger les membres du gouvernement pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Et bien là, voilà, les 3 griefs qui étaient reprochés au ministre: manque de masques, décision tardive, maintien dans les élections municipales malgré les risques sanitaires. Et bien, en tout cas, ils ont été considérés comme non coupables. Et je vous propose d'écouter Fabrice Lhomme, justement, qui faisait un petit rappel sur BFM en janvier dernier, de la mauvaise gestion de la période Covid. On écoute ça. À travers notre enquête, on a vu qu'au-delà des masques, la mauvaise gestion était partout. Il y avait, parmi les nombreux documents qu'on a publiés dans notre livre, il y en a un qui date de 2018, donc c'est pas si ancien que ça, qui disait que, en dehors des masques qui étaient en voie de péremption, 95% des réserves de médicaments antiviraux étaient périmés. 95%. Alors, on peut toujours dire, mais peut-être que tout ça a été corrigé, mais quand on voit les dénégations des responsables qui ont été entendus par la Cour de justice, on publie leurs auditions, Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran, mais aussi Jérôme Salomon, etc., ils considèrent que tout a été parfaitement mené. Oui. Donc, si tout a été parfaitement mené alors que ça aboutit à une catastrophe, on peut en craindre une nouvelle. Voilà, et puis dans les éléments du procureur pour établir ce non-lieu, bon alors d'abord Agnès Buzyn n'a pas violé d'obligation de sécurité car elle a quitté ses fonctions avant le premier décès qui est dû au Covid-19. Je ne fais que citer Rémi Heitz, le procureur. Et puis il explique pour Olivier Véran et Édouard Philippe que les investigations établissent que de nombreuses initiatives ont été prises par le gouvernement pour combattre la pandémie du Covid-19.
qui font obstacle à ce que l'infraction d'abstention volontaire de combattre soit constituée. Voilà, donc tout va bien pour ces 3 ministres. Une réaction là-dessus, justement, on parlait de la justice. Je reste avec vous, Alexandre Langlois. Alors moi, cette affaire me touche en plus particulièrement parce qu'à l'époque, on avait porté plainte auprès de la commission de la Cour de justice de la République avec le syndicat Vigie, dont j'étais secrétaire général. Et on faisait partie des 19 plaintes parce qu'il y a eu plus d'une centaine de plaintes qui ont été déposées. Déjà, il n'y en a que 19 qui ont été retenues. Toutes les autres ont été triées en amont en disant c'est pas sérieux, on enlève, on enlève, on enlève. Bon. Ensuite, il y a eu l'enquête. Donc là, on n'a pas le droit d'être assisté d'un avocat parce qu'on doit y aller tout seul. C'est nous qui devons y aller. Donc, on n'a pas forcément tous les codes qui sont nécessaires. Et on a amené des choses assez contradictoires. Mais malgré ça, on nous a dit qu'il faut plus de preuves. Je les ai publiées sur mon compte Twitter pour ceux qui veulent aller les voir. C'était début de pandémie. Donc, a priori, le gouvernement ne sait pas exactement si c'est dangereux ou pas. La population est obligée de se masquer. Par contre, il y a des notes de service dans la police qui disent les policiers ne doivent pas se masquer parce que du coup, ça peut faire peur aux gens. Bon, du coup, il y a ces notes-là de service qui viennent, hors du ministère et à côté de ça, il y a la médecine de prévention qui dit: «Attention, il faut mettre des masques parce que même s'il y en a plus, il faut même mettre des masques qui sont différents, pour se protéger». Donc on a d'un côté un ministère qui dit pour, la beauté des policiers sur la voie publique et ne pas être oppressant, il ne faut pas mettre de masque. D'un côté, la médecine de prévention de la police qui dit: «Il faut mettre des masques», et au final, du coup, il y a pas de problème dans la gestion de la crise covid. Moi, je vois une sacrée incohérence dès le début. Oui. Juste ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit les ministres savaient qu'il y avait pas de problème et c'est pour ça qu'ils disaient qu'il fallait pas mettre de masque, soit ils sont complètement lunaires, ils se prennent plus fort que la médecine, des médecins qui ont donné une mesure de précaution et ils disent: «Nous, les mesures de précaution des médecins, on s'assoit dessus». Donc il y avait 2 possibilités. Les 2, dans les 2 cas, c'était grave. Dans les 2 cas, la Cour de justice a dit: «C'est pas grave, on n'a pas assez de preuves». On a des écrits. Voilà, d'autres écrits n'ont pas pu être récupérés parce qu'effectivement, il y avait la peur, de donner ces éléments-là parce que les policiers, effectivement, dès qu'ils ouvraient leur bouche, comme toujours, étaient sanctionnés. Donc les peu de choses qu'on avait réussi à récupérer, ça n'était pas suffisant. Parce que derrière, évidemment, le ministère n'a pas donné les notes de service qu'il a pu rajouter et cetera. Donc il y avait ce côté-là et avec, quelque chose aussi, il disait, du comme toute la pandémie a été gérée, mais c'est le côté police parce que j'étais, particulièrement intéressé à l'époque en tant que policier. C'était, écoutez, si en intervention vous voyez quelqu'un qui tousse ou qui présente les symptômes, mettez un masque. Ce qui veut dire que, quand il y a une intervention de police, en général, c'est pas le moment où on choisit de mettre un masque parce qu'il y a une interpellation musclée, et cetera. Donc, Ah oui. c'est pas le moment où on va faire un. Deuxième chose, il disait: «Chers policiers, nous, ministres, on ne sait pas si les gens sont malades. Par contre, vous devez le savoir sur la voie publique et mettre un masque à ce moment-là». Bon, du coup, c'est un peu lunaire et je passe bien sûr le côté de la pénurie de masques où il y en avait pas, ils étaient réquisitionnés dans tous les sens, il en manquait. Donc du coup, il y avait quelque chose où il y avait une mise en danger volontaire de la vie d'autrui et à l'époque, on avait dit: «Utilisez votre droit de retrait, n'allez pas travailler» et le ministre avait dit: «Ah non, non, vous êtes policier, donc vous devez risquer votre vie, vous savez les risques que vous prenez pour aller faire les choses» et on avait rétorqué en disant: oui, on peut prendre des risques. Quand on va sur un braquage, effectivement, c'est qu'on peut mourir ou si on agit sur un attentat terroriste, on peut mourir. Mais par contre, si le ministre nous dit: «Vous allez arrêter des terroristes avec des kalachnikovs et comme ça, vous pouvez y aller à main nue parce que je n'ai pas payé de cartouche», là, il y a le droit de retrait parce qu'il n'y a pas les obligations de moyens qui sont gérées par l'État et on en est là. Donc ça, c'était tout ça. Donc ça, c'était le côté où ça a été classé par la Cour de justice de la République, par monsieur Rémy Hetz, que je rappelle qui a été nommé par Emmanuel Macron contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Donc petit renvoi d'ascenseur entre amis, bien évidemment. Donc là, c'est même plus une justice vue du droit de registre. Là, c'est carrément l'Élysée qui choisit les procureurs qui vont rendre les décisions sur ses amis. Donc c'est quand même très pratique. Donc on en est sur ça et de façon plus large, parce que du coup, j'ai même écrit un petit livre sur cette pandémie et toutes les dérives qu'il y a pu avoir dedans. Je rappelle qu'Édouard Philippe, au début, le gouvernement avait, donc Édouard Philippe, Premier ministre, avait interdit l'utilisation de masques particuliers, avait envoyé les masques qui restaient de France, il les avait envoyés en Chine, et finalement a fait fabriquer des masques en France par une entreprise chinoise, celle qui était celui qui gérait le port du Havre. Donc, est-ce qu'au moment, on peut parler de sabotage? Nous, on avait parlé de Intéressant. sabotage Ouais. en disant, écoutez, ils détruisent les stocks français, ils envoient ce qui reste à l'étranger et ils font travailler une entreprise, chinoise en France avec qui monsieur Philippe a des liens avec le port du Havre et dont Ah ouais. cette personne, cet entrepreneur chinois a des problèmes avec la justice pour des problèmes de financement et cetera, de déclaration de ses impôts, de trafic et cetera. Donc ça pose plusieurs questions, sur cette gestion. Donc en fait, il y a plein de critères qui nécessitent une enquête plus large, sur cette gestion de la pandémie, et la gestion de la pandémie plus large aussi également, c'était l'utilisation des policiers. Si c'est une pandémie, en français, les policiers distribuaient des contraventions. En Espagne, les policiers distribuaient des masques. Donc, d'un côté, on cherchait du pognon et à faire peur aux gens. De l'autre côté, on cherchait à utiliser un moyen de précaution parce qu'on ne savait pas forcément ce que c'était à l'époque. Donc, il y a tous ces éléments
qui faisait que, on se souviendra également des gens qui avaient une autorisation de sortie jusqu'à 18h où chacun se les auto-signait et les policiers avaient été employés à, les gens sont revenus de leur autorisation de sortie, il y a des bouchons à Paris, on aligne tous les gens qui ne sont pas chez eux parce qu'ils sont pris dans les bouchons. Ah oui, On a aligné ça c'est un quand même SDF. dingue. Bah oui. Un SDF à l'époque pour non-respect du confinement. Il dit, mais j'ai pas de chez moi. Ah ça, c'est pas grave, cher monsieur, on vous confine. Autre chose également, on avait dit, pour votre bien, on va vous enfermer en prison parce que vous respectez pas les règles du confinement. Mais par contre, on libère des gens de prison parce que les prisons sont surchargées. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, les masques de la police avaient été utilisés en prison en disant le milieu carcéral est prioritaire. Tiens, mais parce que les vous prisons- faites déjà l'introduction pour le rapport Pour le Simoneau. suivant. Là. Ouais. Ah, mais le problème, êtes c'est très qu'aujourd'hui, fort, on a la Macronie nous propose un film qui Oui, là, s'enchaîne. mais- exactement, on Donc, n'arrive pas. Oui, allez-y, mais finissez. Du coup, voilà, mais j'ai fait le tour en fait sur ça. Et donc, c'est une Cour de justice de la République pour donner un petit peu, de titiller un peu Régis. Moi, je suis toujours pour qu'elle soit supprimée parce qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'elle rend quelque chose. Ah, mais on essaye de le chauffer, là. On a commencé par Alexis au mieux- Collère, là, au on mieux, finit c'est, par ça. responsable mais pas coupable dans l'affaire du sang contaminé. Eh Ou oui. Madame Lagarde, c'est vous êtes condamné à payer rien. Bon, du coup, c'est génial. Donc, à chaque fois, ces gens-là, en fait, se font la justice entre eux. Je rappelle que derrière la formation de jugement, c'est des parlementaires, donc des gens qui sont élus, qui vont se dire, bon, écoutez, on est entre nous, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et ça avait été une des réflexions quand j'avais été reçu à la Cour de justice de la République, ça m'avait marqué. Les personnes qui étaient en charge, donc les juges, je crois qui sont là-dedans, m'avaient dit, écoutez, nous, on va instruire le dossier du mieux qu'on peut, mais sachez qu'à la fin, ce seront les parlementaires qui prendront la décision sur le dossier qu'on aura monté, mais on n'a pas la main sur la décision. Donc voilà, donc le message était passé, c'était de l'entre-soi, c'était après on avait déjà fait un premier filtre au début, le deuxième filtre est passé, le résultat est cette pandémie a été gérée de façon catastrophique et même si on veut une petite preuve sur la gestion de cette pandémie catastrophique en France, je rappelle qu'à cette période, le journal The Economist, qui fait un classement des démocraties dans le monde, a déclassé la France en démocratie défaillante et a maintenu la note l'année suivante parce que les libertés perdues n'ont pas été retrouvées. Ah oui, ça, Et avait c'est pris l'exemple un classique. inverse Ouais. en disant Taïwan, qui était à côté du centre de la pandémie et qui avait un problème comme la Chine, qui veut l'envahir depuis le début, parce qu'ils ont un problème, chacun ça veut s'appeler la Chine, avait dit, eux, pendant la même période, on peut augmenter leur note démocratique. Donc la pandémie n'est pas une excuse pour baisser les libertés des gens. Voilà. Donc à partir de tout ça, la justice française, la Cour de justice, qui n'est pas pour les gueux, qui est pour l'entre-soi de l'élite de la nation, Oulala, ça, c'est a pour décidé, Régis, ça, c'est pour Régis. circuler, il n'y a rien à voir, entre amis, Mais- tout va bien. Mais on ne parle même pas des contrats de Pfizer, etc. Enfin, il y a tout en plus qui continue derrière. Bah, mais bien sûr, voilà. bien sûr. Donc, Voilà, tout- laissez Régis tout répondre. va En bien. plus, on a plein d'autres sujets, les prisons et tout ça derrière. Allez-y. Alors, très belle démonstration d'Alexandre, démontrant que cette pandémie a été gérée en dépit du bon sens par le pouvoir politique. Mais je vais rappeler à Alexandre une fois de plus, Allez-y. on ne fait pas de politique par juge interposé. Dans toute sa présentation, je n'ai pas entendu une seule fois, si peut-être, mais je vais en dire un mot, une seule fois les infractions prévues par le code pénal. Je vais aussi rappeler que qui est-ce qui contrôle le pouvoir exécutif? C'est le Parlement. Par conséquent, moi, je ne veux pas que le contrôle politique du gouvernement de mon pays soit fait par les magistrats que je connais, une bande de feignasses. Très souvent, j'invite à lire le dernier article un article dans Causeur sur leur recrutement. Ils ont tous fait Sciences Po, ils sont tous woke, etc. Enfin bon, ça c'est un autre débat, j'en parle assez souvent. Mais non. Et puis ils décident quand ils veulent de poursuivre. Monsieur Haït, ah ben non, je poursuis pas. La procureure de Paris à propos de Colère, ben non, je ne vais pas le poursuivre alors que l'infraction est constituée. Donc moi, je ne veux pas m'en remettre à ces gens-là pour faire le boulot de contrôle politique. Mais je rappelle quand même que celui qui était à la manœuvre dans cette catastrophe politique que Davé et l'homme ont parfaitement pointé, c'était Monsieur Philippe, qui a d'abord massacré les Gilets jaunes et en plus a été à la manœuvre pour ce désastre. Il va très bien. Il va être président de la République en 2027. Où sont les manifestations? Où sont les pics? Où sont les fourches? Personne ne bouge. Ouais, Personne ne bouge. Alors on se dit, mais on va demander au juge. C'est la dernière des choses à faire. Je prends, la critique extrêmement argumentée d'Alexandre est excellente, mon cher Alexandre. Mais le problème, elle n'est pas judiciaire. Ce sont des problèmes politiques, et c'est Madame Yael Braun-Pivet. Une fois de plus, je me répète, merci Jean-Luc Mélenchon de l'avoir fait réélire,
parce que c'est lui, c'est les conséquences de sa manœuvre et de sa manipulation de 2024 qui ont abouti à ça. Hein. Alors, je parle de Braun-Pivet, mais il y en a tellement. Hein. Donc, ça n'est pas un problème judiciaire, c'est un problème directement politique. Alors, sur le judiciaire, la Cour de justice, hein, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on peut commettre des infractions dans la gestion publique. On peut en commettre. Et c'est la raison pour laquelle on veut que ce soit jugé en application des règles de la procédure contradictoire et que ce soit jugé, mais par ceux qui ont la responsabilité constitutionnelle de contrôler le gouvernement. C'est pas pour les protéger. C'est pas pour les protéger, c'est pour protéger la séparation des pouvoirs. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent bien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont compétents. Ça ne veut pas dire que tous ces gens-là ne sont pas des lâches. Je pense qu'ils le sont. Alors, concernant les infractions, c'est mise en danger délibérée d'autrui, mon cher Alexandre. Je veux bien, hein, mais le problème, c'est que on cite toujours cette première phase, la mise en danger délibérée d'autrui. Puis on oublie de ce qu'il y a juste après, par violation manifestement délibérée de règles prévues par la loi et le règlement, de règles particulières de sécurité. Donc, si vous voulez vous comprenez, les masques, ils n'en ont pas fait. Bon, alors dites-moi, quelle était la règle prévue par le code pénal d'interprétation restrictive, quelle était la règle qui a été violée délibérément, hein, manifestement délibérée, qui a été violée par Édouard Philippe ou autre. Bon, donc... peut-être Alexandre Langlois a une réponse. Je pense que c'est une impasse. On peut en trouver, mais attention, hein, prévu par la loi et le règlement, c'est-à-dire décret. Hein, c'est les décrets. Hein, il ne s'agit pas d'un petit arrêté sur un coin de table. Non, non. Il s'agit des décrets. Attendez, moi, j'ai enseigné la matière et hop, argument d'autorité, mon cher Alexandre. J'ai enseigné la matière à Paris 2. J'ai écrit plusieurs bouquins sur le sujet, le fonctionnaire et le juge pénal. Donc, et j'ai eu pas mal d'affaires de ce type, justement, sur cette infraction particulière de mise en danger délibérée, hein, mise en danger délibérée d'autrui. Donc, ils ont effectivement mis en danger, peut-être délibéré autrui, mais on ne m'a jamais pointé la règle particulière de sécurité et de prudence prévue par la loi, dont la violation aurait été volontaire. Hein. Donc voilà, moi je pense que c'est une impasse. Je veux qu'on foute ces gens dehors, je veux qu'on les balance dans les poubelles de l'histoire. Qu'on arrête de voter pour eux. Mais oui, mais non, mais parce que chaque fois qu'on s'en met à la justice, oui, politique par juge interposé, d'abord c'est nécessairement par violation des règles et ça sur tous les sujets, par violation. Regardez ce qui vient de se produire avec la condamnation de Depardieu. On a rétabli un truc qui avait été abrogé, qui s'appelle le délit d'audience, c'est-à-dire qu'on a fait payer à Depardieu les arguments de son avocat. Mais attendez, quand les gens de la Cour européenne de justice vont voir ça, ils vont pousser des hurlements. Enfin, c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que MeToo, balance ton porc. Après s'être occupé de l'abbé Pierre, faut s'occuper de Depardieu, pour lequel je n'ai aucune considération. Non, vous savez, vous connaissez mes positions. Ben oui, mais on vous chauffe aujourd'hui. Là, on sent que vous êtes un peu, vous toussez, on vous sent fragile, alors on en profite. Alexandre, sur la règle qui a été délibérément violée. Violée, il y a plusieurs règles. Déjà, il y a des rapports de médecine de prévention qui disent qu'il y a un principe de précaution. Ils ont dit, nous, on s'assoit dessus, par exemple pour les policiers, pas besoin de porter de masque. Vous interviendrez et puis vous mettrez le masque en cours d'intervention. À moins d'être un débile profond comme Madame Sibeth Ndiaye qui lui dit je ne sais pas mettre un masque à la télé, effectivement, déjà là, ça commence mal. La deuxième chose où j'aurais bien aimé que notre ami de la Cour de justice de la République enquête, c'est sur justement la gestion du stock des masques. Quand on détruit tous les masques, juste avant la pandémie, que ceux qui restent, on les envoie à l'étranger, en Chine, et qu'après on dit en France, vous n'avez pas le droit de fabriquer de vos masques, pour finalement faire venir un entrepreneur chinois en France, qui est donc au port du Havre, donc gère très les trucs, il a des problèmes de financement, de blanchiment d'argent, etc. Il reçoit 800 000 € de la région Île-de-France, la France va dépenser 5,3 milliards d'euros pour fabriquer des masques en 1 an, donc c'est le budget de 5 ans de l'hôpital public. Donc, ce que je veux dire à partir de là, cet argent, en fait, il y a eu un cercle. Donc, moi, je parle, est-ce que quand on s'aborde des moyens de résilience nationale, donc on les s'aborde au profit d'intérêts étrangers, donc des entrepreneurs chinois qu'on fait venir en France après avoir fait fermer les usines en France et interdit de fabriquer ces masques soi-même, est-ce qu'il n'y aurait pas du sabotage?
Est-ce qu'il n'y a pas de la collusion avec des intérêts étrangers? Est-ce que tout ça, ça ne pourrait pas être jugé? On a sur le problème Pfizer au niveau européen, mais au niveau français, on a un petit problème au niveau de la gestion des masques et sur tout ça. Donc en fait, il y a la conséquence dernière, mise en danger de la vie d'autrui éventuelle, mais il y a le côté pognon derrière de tous ces ministres, dont Édouard Philippe, qui était, donc je rappelle, il a choisi cet entrepreneur chinois parce qu'il était au port du Havre. Voilà, donc, et qui était en procédure judiciaire depuis quelques années déjà. Oui. Donc, ça pose toute cette question derrière de flux financiers Bon. qui fait que ça aboutit Oui. à beaucoup de problèmes, beaucoup plus larges sur cette gestion de la crise Covid. Et ensuite, sur les restrictions de liberté également. Ah oui, ça c'est sûr, il y a des sujets. Bon, Régis, Excuse-moi, Régis, on a coupé le micro pour pas que tu répondes. C'est vraiment salaud. On est en ça c'est Macronie vraiment. ici. Alors, mais ça c'est vraiment. Je préviens tout de Non, suite, mais c'est pas moi, c'est mon je suis réalisateur, il est entièrement terrible. d'accord. Oui, Je allez-y. suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Alexandre. Il parle de probable corruption. Moi, je suis pour qu'il y ait des enquêtes de corruption, mais il n'y a pas besoin de passer par la Cour de justice de la République. C'est pas la peine. On va directement devant les et on vient dire comme dans Et on va devant McKinsey, qui alors d'ailleurs. On va devant qui pour la corruption? Devant les juges ordinaires. Le Chinois, il faut le poursuivre s'il y a eu corruption. Monsieur Regardez Sinuet Chong les Wang. difficultés. Oui, mais Voilà. si Édouard Philippe est concerné, on va devant qui? Eh bien, si Édouard Philippe est concerné, c'est pas la Cour de justice de la République qui est compétente, c'est le juge ordinaire. C'est normal d'ailleurs, parce que attendez, imaginez que Édouard Philippe soit pris d'une pulsion et il colle une balle dans la tête à sa femme. Il va pas être poursuivi devant la Cour de justice de la République. Il ira en cour d'assises directement. Oui, mais parce que Donc là, c'est en dehors de l'exercice de son Il mandat. s'agit bien de fautes qui ne sont pas détachables. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. De l'action publique et constitue en elle-même une violation des règles particulières de sécurité. Donc, je suis entièrement d'accord sur le fond concernant ce qui s'est produit, concernant la corruption. Enfin, écoutez, l'histoire, mais c'est insensé. C'est insensé. La Führerin, la néo-nazie Ursula von der Leyen, qui a, participé à des corruptions à base de milliards, elle est toujours là. Il n'y a pas moyen d'obtenir. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ça n'empêche pas Manon Aubry d'aller lui rouler des gamelles. Excusez-moi, je suis un peu, j'ai mal dormi parce que j'ai un peu la crème. Je suis énervé. Mais Manon Aubry, vous comprenez, c'est une grande révolutionnaire en ce moment. Elle est en train de réclamer une enquête sur qui a voté et comment dans l'Eurovision. C'est vous dire, c'est pas purement anecdotique. Ça montre bien le niveau. C'est comme Éric Coquerel. Éric Coquerel, qu'est-ce qu'il devait faire quand Koller a refusé de venir? Il ne devait pas déposer une plainte, il devait dire au procureur, voilà, vous allez me le chercher par la peau du cou et vous me l'amenez. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand la procureure générale a refusé de poursuivre Koller, il n'a pas publié sa lettre. Il l'a pas publiée. Pourquoi? Il a publié la sienne. Ah non, parce qu'il faut être gentil, il est président de la commission des finances, c'est pas mal, c'est sympa. Non, c'est pas des combattants, ça. Et Alexandre, oui, comme par hasard, si on s'adresse à la justice pour se retrouver avec la décision de Rémi Hetz, vous imaginez la considération que j'ai pour ce personnage. C'est vraiment une caricature de domestique. Et donc, le problème, c'est bien parce que la classe politique est en dessous de tout. Elle ne fait pas son boulot. Oui, et puis les Français pourraient voter différemment aussi. Le problème, c'est qu'on a aussi des journalistes qui ne font pas leur boulot. Ça, c'est quand même un autre vrai problème, parce que l'information n'est pas tout à fait équitable. Bon, allez, passons à un autre sujet, parce que là, si on continue sur la battle Cour de justice de la République, on n'a pas fini avant la fin de notre émission. Plusieurs sujets, du coup, je vais vous proposer de choisir. On avait, soit on retourne sur l'entrisme des frères musulmans, je précise qu'on va refaire un gros sujet lundi, donc ce ne sera pas perdu de toute façon. Vous pouvez réagir à un truc un peu plus anecdotique, le vigneron de l'autre qui est condamné pour avoir dit « va faire la soupe ». Ça, c'est si on veut entendre l'extrait envoyé à Sandrine Rousseau. On a... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la RATP aussi qui incite ses contrôleurs à verbaliser les bons payeurs. Je ne sais pas ce qui vous ou évidemment les prisons. Qu'est-ce qui vous donne le plus envie? Allez-y. On est à la carte. Moi, je suis pour la soupe, mais par méchanceté pure. Non, mais parce que je pense qu'il y a. Allez, on fait la soupe. Alors, j'explique quand même. Je serai rapide. Oui, attendez, parce que je vais quand même le faire écouter. Tout le monde ne connaît pas cette histoire. Donc, c'est un vigneron de l'Aude qui avait insulté Sandrine Rousseau. Mais il y a un petit moment déjà, en 2023.
Et il a été condamné, là, ce viticulteur qui a 65 ans, il s'appelle Marius Lafitte, avec sursis à 2500 € d'amende et avec sursis à 1 € symbolique de dommages et intérêts à verser à Sandrine Rousseau. C'est ce qu'elle avait demandé. C'est une condamnation pour les propos incriminés que nous allons entendre. Si mon super réalisateur réussit à récupérer ce sonore, parce que c'était pas tout à fait dans cet ordre-là que c'était prévu. Allez, on écoute la soupe. Non, allez, va faire la soupe, salope. Allez, grosse salope. Voilà, va faire On la n'a pas le soupe, son. salope. Ah, vous n'avez pas eu le son, vous? Non. Ah, bah alors, je sais pas, écoutez. Je l'avais eu, je le connaissais. Bon, Oui, je connaissais je sais pas si tous les auditeurs l'ont entendu, on va demander. On va le remettre avec le son, on va voir. Enfin, je sais pas, on essaye. Non, allez, va faire la soupe, salope. Allez, grosse salope. Vous l'avez entendu là? Non, depuis le début, ça avait commencé, mais après, pas entendu. Donc, écoute. Donc, moi, je connais l'extrait aussi. Donc, Bon, bah aussi. non, mais c'est bizarre. si les auditeurs l'ont entendu, c'est le plus Ah oui, important. bah, les auditeurs entendent, c'est vous qui n'entendez Bon. pas. Je sais pas. Bon, écoutez, voilà. En tout cas, du coup, ils l'ont entendu 2 fois. Allez, réaction de Régis qui a choisi ce sujet. Alors, je vais d'abord parler un petit peu de droit. C'est une injure publique. Va faire la soupe, ça, c'est pas une injure. Salope, ça, c'est une injure publique. Bon. Oui. Donc, le problème, c'est que je trouve que le tribunal aurait dû retenir ce qu'on appelle l'excuse de provocation. Alors, ou bien elle atténue la responsabilité de l'auteur de l'injure, ou bien elle l'exonère de cette responsabilité parce qu'il a été provoqué. Parce que je considère que on sous-estime la violence de cette caste qui est en permanence sur tous les plateaux. Hein, une Sandrine Rousseau qui dit n'importe quoi et qui vient provoquer des gens qui bossent, des agriculteurs qui se suicident, qui sont confrontés à des problèmes extrêmement difficiles, qui dès qu'ils curent un fossé se prennent des prunes à 200 balles, 300 balles, hein, et on a des gens qui viennent parader sur tous les plateaux, hein, pour leur donner des leçons. Elle vient de recommencer là, elle vient de dire ah oui, vous comprenez, quand vous mangez de la viande rouge, vous mangez du sang. C'est débile. C'est débile. C'est une substance qui, avec le fer de la viande, se colore de rouge. C'est pas du sang, mais ça, alors on va pas demander à Sandrine Rousseau d'être compétente en quoi que ce soit. Oui. Et on sous-estime, je crois, cette violence. Non, mais c'est vrai, On bien sûr. sous-estime. Ouais. Comment est-ce que les gens reçoivent ça? Moi, je regarde plus je récupère des éléments de la télévision et des informations. Je pense en particulier à LCI sur l'Ukraine, les folies qu'on entend, je récupère ça sur les réseaux. Mais eux, toute la journée, ils sont mis en posture d'accusés par des imbéciles, quoi. C'est-à-dire qu'on a des gens, et en part, Sandrine Rousseau en étant une caricature. Donc c'était pour pouvoir dire ça, pour dire que les magistrats, s'ils étaient un petit peu courageux, ils devraient retenir l'excuse de provocation en disant traiter Sandrine Rousseau de salope, ça n'est pas une injure publique au sens de la loi. Je le ferai pas moi, hein, pour ce qui me concerne, parce que je connais un peu la musique. Mais deuxièmement, il devrait prendre en compte la violence que cela représente, que cette façon de tous ces petits bourgeois, toute cette petite bourgeoisie urbaine qui passe son temps à venir à lui donner des leçons. Regardez, on leur dit, Festival de Cannes, c'est merveilleux. Puis on a Laurent Lafitte qui vient dire, vous êtes tous des gueux. Et puis on a, je me rappelle même plus comment elle s'appelle, qui s'enturbane pour avoir un voile sans que ce soit un voile, qui vient aussi là refaire le monde et donner des leçons aux gueux. C'est très violent, ça. C'est très, très violent. Ouais. Je précise que Sandrine Rousseau, peu après l'audience, a dit « Aujourd'hui, on ne peut ni empoisonner la nature, ni mettre les femmes dans la cuisine ». Et puis, elle a dit que la décision du tribunal était une victoire pour toutes les femmes. Nul d'entre nous ne doit être assigné à la soupe, ni être traité de sale, ce qui est à l'origine du mot salope. Mais vous vous rendez compte? Attendez, promis, et je m'en tiens là. Oui. Mais elle ment. Le tribunal n'a pas condamné l'agriculteur, le vigneron pour avoir dit va faire la soupe. Oui. Absolument pas. Donc venir le prétendre, c'est un mensonge pur et simple. Et il a été condamné pour l'avoir traité de salope. Et ça, je considère que l'infraction est constituée, bien qu'il aurait fallu lui appliquer l'excuse de provocation. Mais vous voyez, c'est une grande victoire pour les femmes. Mais ma pauvre fille,
Tu sais comment elles bossent, les femmes, les femmes de ces vignerons. Oui. Les, J'en ai les beaucoup femmes d'ailleurs. Je agricultrices. précise qu'on en a au moins 2 dans le chat de YouTube qui ont réagi, qui Et sont alors agricultrices et qui nous disent mais elles méritaient bien ça. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est pas une histoire de femmes contre les hommes ou d'hommes contre les femmes. Alors Alexandre. Deux choses. La première chose, c'est que c'est la justice qui a demandé cette peine d'amende et qui a payé, etc. Et parce que je rappelle que Sandrine Rousseau avait demandé, elle, dommages et intérêts, 1 euro symbolique. Donc elle était dans le symbolisme et c'est la justice qui a chargé la barque derrière pour faire respecter l'ordre républicain, mais surtout l'ordre. Deuxième chose, ça me fait penser que la justice est quand même plus clémente que sous M. Cazeneuve, hein, parce que quand M. Cazeneuve s'était fait insulter de bras cassés, c'était 4 mois de prison avec sursis quand même. Donc du coup, voilà, donc je veux dire, on est sur des choses où la justice est plus ou moins rapide en fonction de sa proximité avec le pouvoir. Donc Sandrine Rousseau n'est pas si proche du pouvoir que ça a mis 2 ans à aboutir, alors que Bernard Cazeneuve, ça a mis 4 mois. En dehors, dans les 2 cas, de faire un embouteillage dans les tribunaux. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Mais depuis quand, en fait, surtout, on porte plainte pour s'être fait traiter de salope, surtout que là, visiblement, ce sont des images volées. Non, mais je veux dire, c'est des trucs du quotidien. Vous voyez bien quand on klaxonne dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui se retourne et qui dit qu'est-ce que t'as, salope. Enfin, ça m'arrive pas tous les jours, mais je veux dire, c'est des choses du quotidien quand même. Est-ce qu'on va des choses lancer des inacceptables dans le quotidien. procédures? Le vrai problème, c'est que dans le quotidien, tout le monde n'est pas traité de la même façon. C'est-à-dire que si ça nous arrive à nous ou à ma femme, par exemple, elle n'aura pas une justice qui ira mettre les choses derrière. Mais non, On mais dira, surtout, oui, moi, classé j'irai pas sans voir la suite, justice pour ça. J'ai terminé. autre chose à faire de ma vie. Aussi, mais après, ça dépend si ça fait plusieurs fois répété, etc. Donc Oui. après, j'imagine que Sandrine Rousseau doit s'en prendre plein les dents avec tout ce qu'elle dit. C'est la Donc, vie quand même. effectivement, Oui, alors voilà. c'est pas Et la après- première fois. Elle avait déjà été traitée de conne, je le précise, par la réalisatrice non, mais- franco-iranienne et après, il y a plein de fois où Marianne elle ne doit pas Satrapi. porter plainte non plus également. Donc voilà, et après, il y a l'accumulation. Si tous les jours on se fait insulter, à un moment on dit bon, bah, je vais réagir, c'est tombé sur ce Oui. vigneron. Bon, après, ce que je Mais trouve c'était dommage, pas. c'est que Ce la que je veux dire, c'est que c'était pas en image, c'était pas la télé. À la rigueur, là, tout le monde. Il se trouve que ça a été filmé, mais on voit bien que ce sont pas des images qui ont été prises par une télé propre. Hein. C'est des images un peu de téléphone, comme il y en a partout maintenant. Après, ça, donc, ça a pu être divulgué, etc. Donc après, Ouais. ça, moi, ce qui me choque plus, c'est que la justice a été au-delà de ce que demandait Sandrine Rousseau. Oui. Voilà, en c'est disant on vrai. va mettre une amende. Oui, c'est Voilà, quand même. donc- Oui, ils auraient pu Donc faire ça, l'inverse. Ouais. bon, à l'esprit que Sandrine Rousseau se défende, moi je partage pas ses idées sur beaucoup de choses et ses manières de provoquer les gens. Et elle aussi devrait se retrouver sans doute au tribunal pour Bah oui. certaines de ses provocations. Mais Parce que là, elle est quand même venue sur leur terrain pour les embêter, hein, c'est clair. Et Non, puis on n'a mais pas tout on filmé. est d'accord sur Ouais. tout ça. Oui. Mais du coup, moi je pense pas que l'insulte ou la violence règle quoi que ce soit. Donc voilà, donc le 1 euro symbolique me semblait raisonnable Oui. dans le truc. Oui. Ça me Enfin, semblait 2 pas ans de choquant. procédure pour 1 euro symbolique, c'est quand même un peu Oui, idiot. non, mais ça aurait pu être réglé. Donc là, on a un problème de D'accord. lourdeur de la justice. Et dernière chose derrière, c'est que moi, la défense que j'aurais pu faire, que c'est l'astuce des vignerons et ce qu'avait fait à l'époque la France Insoumise, ils avaient des petits slogans « Casse-toi, pauvre con ». Et ils faisaient citation Nicolas Sarkozy. Hmm. Donc voilà, et là, inattaquable. Donc en fait, c'est toujours trouver le moyen rigolo d'utiliser le même message, mais de façon amusante pour être inattaquable. Donc des fois, sur le coup de moment de la colère, etc., quand on est énervé, on ne pense pas à tout ça et nos mots dépassent ce qu'on veut dire. Donc ce qui est peut-être le cas de ça, ou là, il y a aussi un C'est petit ce qu'il a côté expliqué. rigolo. Il a dit qu'il avait une grosse journée, que donc il était Voilà. fatigué. Oui, il maîtrisait pas Et ses que propos. lui, effectivement, agriculteur, c'est pas député ou sénatrice, hein, voilà, ou membre du gouvernement où on peut être Ah encore. bah, il travaille, ce qui Il est pas le travaille, cas c'est de ça ce que Sandrine j'allais dire. Rousseau. On peut discuter de l'âge de la retraite quand on est Premier ministre à 73 ans ou 74 ans maintenant, monsieur Bayrou, parce qu'on n'est pas cassé par le travail, quoi. Mais vignerons et agriculteurs, c'est différent. Donc, il y a le pour et le contre. C'est que du coup, la justice, pour moi, j'en veux beaucoup à la justice de pas déjà avoir classé sans suite dès le début ou alors d'avoir fait une conciliation, 1 euro symbolique, on n'en parle plus. D'avoir pris 2 ans pour faire ça. Après, derrière, la justice, en façon générale, quand les politiques sont insultés, ils sont très rapides, très forts et sanctionnent durement. Quand le peuple veut juste se défendre ou dire des choses, c'est le peuple qui prend. Donc moi, c'est la justice à 2 vitesses et ça que le met en exergue, en fait. Parce que quand Sandrine Rousseau dit c'est une victoire pour toutes les femmes, non, toutes les femmes qui se font insulter continueront de se faire insulter et la justice ne traitera pas leur dossier. C'est Si elle veut que ce soit une victoire pour toutes les femmes, Exactement. il faudrait que la justice fonctionne. Et je n'ai pas vu de proposition de loi de Sandrine Rousseau sur ce sujet. Bah, voilà. Alors, je voudrais Ouais. 2 petites précisions juridiques Allez-y. et judiciaires pour Alexandre. Premièrement, le tribunal ne pouvait pas ne pas poursuivre parce que les affaires en application de la loi sur la presse sont des affaires entre parties. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une plainte, il faut qu'il y ait une poursuite. Donc, Sandrine Rousseau a poursuivi. Hein, c'est pas le parquet qui est intervenu, lui donne son avis le jour de l'audience. Donc, c'est bien Sandrine Rousseau qui a voulu cette procédure. Deuxièmement, la condamnation à 2 500 € avec sursis, je le rappelle, Oui. avec sursis, Oui. c'est-à-dire qu'il ne va pas dépenser un sou. Enfin, si, il aura quelques frais de justice, mais c'est pas bien élevé. Et donc,
Et l'euro symbolique, c'est une fois de plus prendre la pause. Parce que le gars, il a fallu qu'il prenne un avocat, ça lui a probablement coûté des sous. C'est pas, comme ils savent pas comment ça fonctionne, c'est toujours traumatisant, l'accès à la justice, hein. Moi, je l'ai fait pendant 50 ans, je sais ce que ça veut dire pour les gens. Donc, non, cette procédure est dégueulasse. Justement, quel était l'objectif? Et je pense que le tribunal n'a pas été jusqu'à retenir l'excuse de provocation, mais il a mis du sursis. Mais l'objectif de Madame Rousseau, c'était de pouvoir parader en disant « Regardez, hein, la grande victoire pour les femmes, regardez », et continuer à prendre la pause. Mais ces gens, cette petite bourgeoisie urbaine est insupportable. Ouais, Enfin ouais. bon. Bon, bah écoutez, on s'arrête là. Beaucoup d'autres sujets qu'on n'a pas abordés, mais il faut dire qu'on a de quoi faire tous les jours, hein. Alexandre Langlois, merci encore. Je rappelle votre dernier livre, Essayer la démocratie. Tiens donc, au bal masqué de la Macronie, édition Talma. Régis de Castelnau, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup à tous les deux, Régis, Alexandre. Merci à vous tous, chers amis. On est bien nombreux, mais il me faut des pouces, un paquet de pouces pour qu'on puisse monter. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.